Si les patients déficients intellectuels ont les mêmes besoins de prévention et de surveillance des fonctions de base que tous les patients, il est important de comprendre leur singularité pour garantir le bon déroulement de la consultation. La communication est l'élément clé. Il est essentiel d'établir le contact avec le patient et de s'adresser à lui directement, même si l'aidant prend la parole à sa place. Si vous voulez demander des renseignements à l'aidant, pensez à le lui expliquer. Les regards dans l'échange doivent toujours s'adresser à lui et revenir vers lui. La compréhension d'une personne avec déficience intellectuelle est souvent bien meilleure que l'expression. Vous serez très particulièrement attentif aux réactions, même minimes, aux attitudes, aux mimiques. Faites des phrases courtes, avec des mots simples, une seule demande à la fois, et si possible, dont la réponse puisse être oui ou non. Le temps de réponse peut être plus lent. Laissez-lui le temps de répondre avant de passer à autre chose. Pour obtenir l'implication et la confiance du patient, prenez le temps de recueillir son consentement avant chaque acte et d'expliquer chaque geste. Il faudra commencer par les actes les moins intrusifs. Demandez s'il veut bien se déshabiller partiellement d'abord, peser et mesurer, faire marcher, puis passer sur la table d'examen. Terminez par l'examen des oreilles, de la bouche et si nécessaire des organes génitaux. Il faudra souvent adapter l'examen clinique et improviser en fonction des réticences du patient, s'il refuse de se coucher par exemple. Là encore, il est essentiel d'être attentif aux refus, mimiques, grimaces, qui peuvent être l'expression d'une douleur, d'une gêne à la mobilisation ou au contact d'une partie du corps. Il n'est pas toujours possible de faire un examen complet, mais il faut y tendre, car il permet parfois de faire des découvertes passées totalement inaperçues. Une plaie du pied, une luxation de rotule, un abcès. Même si la communication orale est bonne ou si la douleur est importante et localisée, bien souvent, ces patients n'expriment pas la douleur et sa localisation comme des personnes ordinaires. L'expression du problème se fera souvent de façon atypique, par une modification ou un trouble du comportement notamment, qui est souvent à l'origine de la consultation. Dans ce cas, vous ferez un examen clinique complet et exercerez pleinement votre rôle d'investigateur et de clinicien, à la recherche d'une cause médicale, chirurgicale, biologique, sensorielle ou encore environnementale, comme un événement familial douloureux, une maltraitance, ou bien psychique, une dépression, une maladie psychique, ou iatrogène, un traitement inapproprié en surnombre, neuroleptique. Dans tous les cas et à tout moment de la consultation, les comportements problèmes seront interprétés comme des symptômes ou un langage, avant d'être considérés comme des troubles du caractère. Il est important de prendre le temps d'une conclusion avec la personne et son aidant, pour expliquer ce qui va bien et moins bien, les traitements et examens à faire, pour remplir les documents à apporter, coordonner les soins et la prise de rendez-vous avec les professionnels médicaux et infirmiers, et pour fixer un nouveau rendez-vous.